parce que le découpage des espaces internationaux fait aujourd'hui l'objet d'une remise en question par un certain nombre d'États, et cette remise en question conduit à une militarisation des espaces maritimes. Il faut savoir que dans le droit maritime international, la Convention de Montego Bay répartit les compétences entre les différents acteurs des relations internationales et faisait de la haute mer notamment un espace neutre échappant à la souveraineté des États. Néanmoins, les États conservent des prérogatives limitées dans les eaux territoriales et dans les zones économiques exclusives. Et c'est ces zones-là qui font l'objet en fait, d'une redéfinition aujourd'hui. Des États mettent en œuvre des stratégies d'annexion, soit de la zone économique exclusive de pays voisins, soit des eaux internationales. Et pour ce faire, ils mettent en œuvre des stratégies de contestation de la liberté de navigation dans ces zones, des stratégies qui comportent un volet militaire. Ils vont faire par exemple patrouiller leurs navires de garde-côte ou les navires de guerre dans ces zones pour affirmer leur contrôle sur ces espaces contestés. Il faut savoir aussi que ces stratégies comportent souvent un volet terrestre, parce que les États qui se livrent à des politiques d'annexion sont exposés à un risque d'intervention militaire internationale, et pour sanctuariser des espaces qu'ils revendiquent, ils vont positionner des capacités militaires à terre. C'est notamment le cas de la Chine, qui a fortifié une vingtaine d'îlots artificiels en mer de Chine méridionale, sur lesquels elle a positionné des missiles anti-navires, des missiles anti-aériens, pour se protéger contre l'éventualité d'une intervention militaire et être capable d'interdire l'accès à la zone le cas échéant. Et cette dynamique, elle se reproduit dans différentes régions du monde aujourd'hui, pas seulement qu'en mer de Chine, et elle nourrit une forme de compétition navale à l'échelle internationale. Dans les relations internationales, donc cette dynamique de contestation a contribué donc à une course aux armements, donc à la fois qui profite aux puissances qui se livrent à une politique d'annexion, mais également aussi aux États qui veulent aujourd'hui défendre la liberté de navigation. Les États-Unis, la France et d'autres pays, notamment des puissances régionales très localisées en Asie orientale, mettent en œuvre des politiques de modernisation de leur flotte, et également ont pris des engagements forts pour défendre la liberté de navigation. Donc la France a initié le plan Mercator, qui vise à moderniser les capacités de la marine nationale à l'horizon 2030, notamment pour garantir cette liberté d'intervention, cette capacité à intervenir dans des environnements contestés. Les États-Unis eux-mêmes se livrent à des missions, des patrouilles, des missions de défense de la liberté de navigation, qu'on appelle FONOPS en anglais, Freedom of Navigation Operations, et qui consiste à faire patrouiller des navires de guerre dans des zones contestées près des îlots que la Chine revendique et que la Chine a militarisés. D'autres puissances qui se sont trouvées inquiétées en fait par les développements navals chinois ont été conduits à rehausser le niveau de leur ambition dans le domaine naval. C'est notamment le cas de la Corée du Sud, c'est le cas du Japon, c'est le cas de l'Australie, avec laquelle la France a conclu un contrat pour une livraison de 12 sous-marins et qui l'engage sur des décennies. Et c'est le cas aussi de l'Inde. Elle comporte une dimension globale, cette montée en puissance navale, parce qu'il n'y a pas seulement qu'en mer de Chine qu'on constate des stratégies de contestation de la liberté de navigation. En Méditerranée orientale, en mer Noire, dans les eaux adjacentes à la Crimée, on a vu également des formes de militarisation des espaces maritimes. Mais le point chaud aussi aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz, qui est à la fois stratégique parce que 30% du pétrole brut mondial y transite chaque année, et qui connaît en ce moment une période de vive tension entre les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Les Iraniens, par exemple, eux-mêmes ont développé des capacités de contestation de la liberté de navigation, notamment des sous-marins, notamment des missiles anti-navires et des mines navales qui sont vraiment les capacités de prédilection pour perturber le trafic dans la région. C'est avant tout encore, et pour plusieurs décennies, c'est la marine américaine, mais qui est aujourd'hui talonnée par la marine chinoise, avec, au rythme de construction actuel, les chantiers navals chinois arment tous les 4 ans l'équivalent de la Royal Navy ou de la marine nationale.
Et cette montée en puissance tout à fait spectaculaire, hein, qui est d'ailleurs visible sur des segments comme les sous-marins ou les porte-avions, la Chine va mettre au service actif de nouveaux porte-avions d'ici 2022, eh bien, elle nourrit aussi les inquiétudes de ses voisins, qui ont décidé de mettre en œuvre des programmes de modernisation assez importants, notamment la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Et derrière, on voit aussi un certain nombre de puissances navales importantes, restées importantes, comme la Marine nationale en France, la Royal Navy au Royaume-Uni, qui conservent des capacités importantes. Et ce qui est important dans cette nouvelle dynamique, c'est que même les États-Unis, hein, dont on pense qu'ils sont vraiment très loin devant toutes les autres puissances navales, sont conduits à rehausser leurs capacités et notamment à massifier leur présence en mer. Ils ont rehaussé le niveau de leur ambition en termes de construction de bâtiments pour passer de 287 aujourd'hui à 355, à un horizon qui reste encore à déterminer.